Bonjour à tous. Là aujourd'hui, là maintenant sur le ring, vous allez avoir la présentation de 13 innovations présentées par des entreprises de Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine est présente avec un stand collectif avec 23 exposants sur le stand qui est situé dans le hall 4. Donc on le voit ici sur l'écran. On est sur deux îlots, le G100 et le G112. Donc c'est très proche d'ici. Et juste voilà, en brève introduction, la région anciennement Aquitaine et aujourd'hui Nouvelle-Aquitaine est présente sur le salon avec un stand collectif depuis 2002. Donc on en est à la, je sais plus, 7, 8, 9e édition de Polytech. Et là, on va choisir ce format un petit peu original de vous présenter sous forme de pitch, donc format rapide. 13 entreprises qui ont des choses à vous présenter. Et on va commencer par Marina Le Guédard, qui travaille dans une structure qui s'appelle Leb Aquitaine Transfer pour lipides, environnement et le B, chaque fois je l'oublie. Vas-y. Biotechnologie. Et elle va nous parler d'une problématique autour de la gestion des sols pollués et l'utilisation des plantes comme bioindicateurs. Voilà, et tu avances avec. Donc, bonjour à tous. Donc, pour vous rappeler le contexte, en fait, à l'heure actuelle, donc, les outils qui sont couramment utilisés pour évaluer les risques liés à une pollution du sol, ce sont donc les méthodes physico-chimiques. Donc, ces méthodes vont permettre d'identifier et de quantifier les contaminants dans le sol. Par contre, elles ne permettent pas de mesurer la biodisponibilité et le transfert des contaminants vers les organismes vivants, et elles ne donnent pas d'informations sur l'impact de ces contaminants vers les organismes vivants et l'état écologique des sols. C'est pourquoi, en fait, donc, depuis plusieurs années, d'autres outils ont été développés, que l'on appelle donc des bioindicateurs. Donc, on trouve des bioindicateurs de bioaccumulation qui vont permettre, en fait, qui vont apporter une information supplémentaire, qui vont donner une information sur la biodisponibilité et le transfert donc, des contaminants vers les organismes vivants. Et on a aussi les bioindicateurs d'impact et d'effet qui, eux, vont apporter un renseignement sur l'état écologique des sols et l'impact des contaminants vers les organismes vivants. Donc, comme vous voyez, ces outils sont complémentaires. Et c'est dans ce contexte que nous avons développé l'indice oméga 3, qui est un bioindicateur d'effet, qui est mesuré donc, à partir des plantes. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un polluant dans le sol, en fait, les végétaux vont être stressés. Et donc nous, on va venir en fait mesurer à l'aide de l'indice oméga 3 l'état de santé. Donc ici, vous avez un exemple en fait de résultats obtenus avec l'indice oméga 3. Donc je ne sais pas si ça marche. Vous pouvez voir que ici, ce sont des végétaux qui ont été exposés à un sol contaminé avec différentes concentrations en sulfonylurée. Donc, vous voyez qu'on a un impact au niveau de l'indice oméga 3 à partir de 0,01 microgramme par kilogramme, alors que ce type de contaminant n'est pas détecté en analyse physico-chimique avant 1 microgramme par kilogramme. Et par ailleurs, vous voyez, on n'a pas d'impact sur la biomasse à cette concentration. Donc, ça montre que cet outil est précoce et sensible. Et donc, on a développé ce test soit en laboratoire, où on le mesure à partir de l'étude. Et donc, dans ce cas, on regarde plutôt la phytotoxicité des contaminants. Donc, c'est un essai qui a été normalisé à l'AFNOR. Et on va aussi sur site où on prélève les espèces végétales. On regarde l'état de santé de ces espèces végétales. Et donc là, on a une indication de l'état de santé des plantes, donc plutôt dans leur environnement réel. Et cet outil a été normalisé à l'ISO. Donc, à qui s'adressent en fait ces outils? Eh bien, en fait, à tout acteur qui met en place la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, puisque ces outils ont été intégrés dans la nouvelle version de mai 2019. Et donc, une étude avec un bureau d'études a permis de mettre en évidence que cet outil, en fait, pouvait être utilisé dans l'élaboration des plans de gestion, dans les études environnementales et réglementaires, et dans les études de réaménagement de friches urbaines et industrielles. Et donc, si vous voulez plus de renseignements, vous avez un guide qui a été créé par l'ADEME qui s'appelle les bioindicateurs des sols.
Donc voilà, j'ai fini. Donc pour finir, en fait, donc Lab Aquitaine Transfert est une cellule de transfert de technologie qui donc fait de la prestation et qui développe aussi donc les outils en fait qui veut élargir donc ces outils à d'autres milieux comme l'eau ou comme l'air. Et donc on est impliqué dans plusieurs programmes de recherche. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Marina. Merci Marina. Le temps pour une question peut-être au niveau de l'assistance sur ce sujet. Alors bien évidemment, vous le voyez, alors on va avancer d'une slide. C'est un peu de l'impro, hein, on arrive. Voilà, donc vous nous retrouvez sur le... Alors en l'occurrence, Marina et Lab Aquitaine Transfert est sur le stand G100. Donc si vous avez des choses, des questionnements à lui poser sur l'utilisation de cet indice bio-oméga 3, qui fait partie de la grande famille que l'on appelle les bioindicateurs. Hein. Ça ne sert à rien forcément d'aller faire de la mesure chimique, pointue, etc. Déjà, il faut savoir s'il y a présence ou non de contaminants. Et ce type de technologie permet de savoir si un sol est pollué et en plus d'arriver à savoir à peu près par quelle famille de polluants on est contaminé. Voilà. Et après, on peut aller investiguer plus tôt. Bon, merci. En fait, on a structuré un petit peu la présentation. Là, on va avoir 3 présentations qui vont parler d'analyse, de moyens d'analyse, comment est-ce qu'on détecte des pollutions, etc. Donc là, on va partir sur le champ de la microbiologie. Et après, on verra ensuite un vecteur innovant qui nous permet ensuite d'aller faire de l'analyse de contamination dans des plans d'eau, notamment. Donc Fatima Mzali, qui elle aussi est dans une structure similaire à ce qu'on a vu Lab Aquitaine Transfert, une structure qui s'appelle Aquitaine Microbiologie, elle porte bien son nom puisqu'on va parler de microbiologie, va nous présenter quelque chose d'un petit peu innovant. Justement, c'est tout le vivant au niveau de la mer, etc., dans un projet dont elle va vous parler qui va être lancé à l'échelle justement du littoral néo-aquitain. Tu avances avec ça ? Ouais. Oui, merci Christophe, bonsoir à tous. Oui, je vais vous présenter donc Aquitaine Microbiologie. Un peu plus près. Oui. C'est vrai, merci. En fait, pour commencer, je vais vous présenter cette slide parce que c'est un projet triennal qu'on a mené en Nouvelle-Aquitaine, sur le littoral aquitain, qui s'appelle Aquilite, Aquitaine Littoral, et qui va être mené pendant 3 ans. Nous sommes déjà à 1 année et demie, donc halfway through, à mi-chemin, et qui consiste en une étude exhaustive des micro-organismes des milieux marins. Donc on fait des prélèvements, plus de 300 prélèvements ont été déjà faits le long du littoral pour regarder et évaluer ce qu'on appelle aujourd'hui en termes modernes le microbiote des milieux marins. Aquitaine Microbiologie est une cellule de transfert de technologie, donc on est basé à l'hôpital de Bordeaux au niveau de la fac de pharmacie et on est spécialisé en microbiologie de manière générale, bactériologie, mycologie et virologie. Nous avons donc des expertises dans ces 3 domaines. Nous développons la parasitologie depuis 2 ans. Pour nous remettre dans le contexte, l'antibiorésistance a été le drive, a été la cible de ce projet. Vous savez tous qu'aujourd'hui, c'est un problème de santé publique majeur, que nous avons des patients qui meurent à cause de bactéries multirésistantes, de micro-organismes multirésistants, et que ça s'est réparti dans le monde entier. Vous avez la carte à côté qui date déjà de 2012. Et le phénomène s'est aggravé. Il augmente de façon crescendo en allant des pays qui n'avaient aucune antibiorésistance rapportée. Aujourd'hui, c'est tous les pays du monde. Par ailleurs, dans le but de ce projet, on voulait voir l'épidémiologie des micro-organismes multirésistants aux antimicrobiens. C'est une niche, le littoral, qui n'a jamais été étudiée, mis à part l'eau de baignade, on n'est pas été plus loin. Mais on avait aussi une arrière-pensée, une deuxième, qui était la recherche d'alternatives. Nous sommes convaincus, je suis porteur de cette conviction, que les milieux déséquilibrés devraient être rééquilibrés par des échantillons, des substances présentes dans les milieux propres. Ce que vous appelez, que j'appelle aussi maintenant de mes voeux, la bioremédiation. Mais en fait, nous nous intéressons à la bioremédiation sur le plan microbiologique. Vous avez donc quelques étapes au niveau du laboratoire. Ce projet nous a permis de développer l'offre que je vais vous présenter, qui est la valorisation des microbes propres, des microbes d'intérêt technologique. Il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on en pensait.
on a fait une étude du microbiote, donc au laboratoire avec des techniques de dernière génération, on a pu identifier beaucoup plus de microbes intéressants sur le plan industriel, des microbes qui eux-mêmes se défendent des autres qui produisent des substances nocives. Donc ces microbes devraient être valorisés, on l'espère, par des industriels dans un but d'amélioration de notre environnement et donc de contribution à la réduction de l'antibiorésistance. Le spectre d'activité des substances sécrétées par les micro-organismes a été identifié. Je ne peux pas en dire plus, je n'ai pas le temps. Mais en fait, nous avons des fongiques, nous avons des virus, des bactériophages, de la microflore, autres que des micro-organismes, qui produisent ces substances. Et enfin, nous avons la capacité, c'est ce que nous faisons, de caractériser ces sécrétions. J'ai donné 2 exemples, ce soit des peptides antimicrobiens qui sont plus connus, et bien enfin, le micro-organisme lui-même sur le plan technologique. À qui s'adresse notre innovation? Elle s'adresse à des niches ciblées, la médecine vétérinaire, la cosmétologie, ça peut être des conservateurs aussi. Elle s'adresse au domaine agroalimentaire et enfin à l'environnement pour la phytoremédiation des plantes, du sol, les stations d'épuration et j'en passe. Voilà, donc si vous avez un intérêt pour ces substances antimicrobiennes, pour ces micro-organismes d'intérêt, rapprochez-vous d'Aquitaine Microbiologie. Donc je suis moi-même responsable R&D et vous avez mes coordonnées sur la dernière slide. Je vous remercie de votre attention. Et Fatima, donc pareil, elle est co-exposante du stand de Nouvelle-Aquitaine qui est vraiment pas loin d'ici. Et elle est sur l'îlot d'après, donc elle est sur le G112. Si vous voulez aller rencontrer Fatima, lui poser des questions, voilà. Alors là déjà, est-ce qu'on a une question dans l'assistance sur ces sujets de microbiologie et justement d'aller récupérer des... Qu'est-ce qui existe en termes de microbes, de virus, de bactéries qui est finalement un intérêt pour nous, hein, parce qu'ils ne sont pas tous pathogènes, hein, c'est la terminologie. Et il y en a certains qui peuvent justement, tout ce qui est les biotech, ça se construit beaucoup aujourd'hui sur l'utilisation de ce vivant microscopique, le plus souvent, qui peut générer. Une question. Vous présentez s'il vous plaît. Eh ben, je m'appelle Jérémy Sûr, donc j'ai un doctorat en microbiologie. J'ai beaucoup travaillé sur la résistance aux antibiotiques. Je voulais savoir, par rapport à la phytoremédiation, vous avez probablement utilisé des techniques de pointe, qui sont par exemple le séquençage, etc. Et est-ce que vous avez développé des moyens de culture de ces micro-organismes pour pouvoir justement réimplanter les sols? Parce que beaucoup de micro-organismes ne sont pas cultivables à l'heure actuelle. Oui, c'est une bonne question. En fait, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle direct specimen testing. On va directement, on ne va pas on fait le séquençage, bien entendu, on fait l'identification, caractérisation, mais c'est dans un but fondamental pour mieux comprendre le micro-organisme. Simplement, notre approche technologique est une approche brute, c'est-à-dire qu'on va utiliser des macérats de micro-organismes dans leur biotope pour essayer de remédier. Le point que vous soulève une question de base, c'est qu'un micro-organisme qui a une action dans son milieu ne l'a pas tout seul si vous le cultivez. Donc c'est l'erreur qu'on fait parfois pour ne pas retrouver et qu'on est étonné de ne pas retrouver son activité parce qu'en fait on l'a enlevé de son biotope. Donc notre approche chez Aquitaine Microbiologie, c'est de proposer d'utiliser le milieu tel qu'il est, le plus proche possible de son milieu naturel. Donc des masses, c'est moins cher en plus, il n'y a pas de raffinerie, il n'y a pas de choses à purifier et on utilise dans un autre biotope. Donc, mais oui, on a des micro-organismes nouveaux, des micro-organismes viables. Viables parce qu'ils sont dans leur milieu. Merci, merci beaucoup. Je vous propose de continuer les échanges avec Fatima. Merci. Et là, voilà, la petite zapette. Et là, on va continuer dans le champ toujours de l'analyse, parce que c'est toujours pareil, quand on est ici sur un sujet comme Pollutech, on parle beaucoup de traitement de déchets, ou de traitement de pollution, mais aussi faut-il savoir si la pollution est présente ou pas. Donc on va avoir une présentation là maintenant d'une société qui s'appelle E4S. En fait, c'est un projet qui est issu aussi d'un bureau, d'un bureau en environnement, spécialiste justement
en mesure de contamination de tout ce qui est milieu aquatique, qui s'appelle Alsicor, qui est basé à Limoges, et qui en fait a développé un projet de se doter d'un outil pour être plus performant, pour mener justement des campagnes de mesure. Donc c'est Alain Ennis de la société E4S qui va vous présenter donc l'intervention suivante, drone aquatique de mesure de la qualité des ressources en eau. Merci Christophe. Bonjour. Donc E4S, c'est une jeune société, une jeune start-up qui a été créée l'année dernière seulement et qui a fait une R&D sur le développement d'un drone aquatique dont l'objectif est de faire de la mesure du suivi de la qualité de l'eau. Donc pour ça, on est 3 associés sur ce projet qui sont des personnes complémentaires. Donc Manon Antoine, Mathieu Marsondon et moi-même, qui sommes avec une forte composante, une forte expérience dans le domaine de l'environnement, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, et du numérique d'autre part. Donc, n'étant pas omniscient, on s'est aussi entouré de spécialistes de leur propre domaine, parce que comme on est sur du domaine de bateaux donc aquatiques, on s'est entouré de partenaires techniques pour nous aider aussi à réaliser ce projet. Donc en particulier un fabricant de bateaux pour nous aider à faire le design et l'ingénierie nautique, un partenaire sur tout ce qui est embarqué, donc avec CH2I, et puis aussi des partenaires au niveau de la biotechnologie, et notamment un laboratoire Poitvin aussi à Poitiers, qui est lycée 2MP. On peut dire aussi qu'on a été accompagné de partenaires financiers qui nous permettent de développer ce projet, notamment la région Aquitaine, l'ADI ou encore BPI et Grand Poitiers, qui nous permettent effectivement d'arriver au résultat aujourd'hui de la mise sur le marché. Donc notre modèle, il est basé sur de la vente ou de la location du drone, puisque c'est un drone qui est particulier, qui est modulaire, et donc on peut acheter ou vendre ce drone ou le louer, ainsi que les modules indépendamment du drone. On peut également faire un mix de tout ça, c'est-à-dire acheter le bateau et louer des modules en fonction de ce besoin. Ces modules sont en fait des modules de prélèvement, des modules de sonde qui vont permettre de mesurer, de quantifier, d'analyser la qualité de l'eau sur laquelle on navigue. Les cibles nos cibles clients sont multiples, mais en particulier les bureaux d'études qui, eux, ont à mener ces études et ces mesures et ces prélèvements. Mais on aura aussi des laboratoires de recherche qui, eux, ont besoin de récolter de la donnée en masse. Donc, c'est un outil qui permet effectivement, de par son autonomie, de pouvoir se déplacer et être récolté de la donnée en masse. On va aussi retrouver tout ce qui va être l'aspect législatif, c'est-à-dire que pour respecter les législations, on va avoir besoin de quantifier des pollutions, notamment pour les baignades, etc. Et donc, on va retrouver toutes les collectivités qui vont avoir besoin de ce type d'outils. Et enfin, les industries qui ont des rejets impactants, qui veulent mesurer effectivement leur impact sur l'environnement. Notre différenciation par rapport à d'autres fabricants qui peuvent exister de drones, notamment des drones aériens, c'est que nous sommes un bateau donc qui est adapté au milieu aquatique, d'autre part qui est multimodulaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs modules qui fonctionnent en simultané, à la fois de mesure, de prélèvement ou d'analyse, qui est communicant, ce qui permet d'avoir les résultats en temps réel et de pouvoir suivre, voire de commander le bateau sur la mission, et qui est géotemporalisé au niveau des données et autonome, puisqu'il a un plan de navigation qui est naturel. Il est également ergonomique puisqu'il est facile à transporter et léger, manipulable par une seule personne sans compétences techniques particulières. Et enfin, on peut aussi développer des modules spécifiques à façon en fonction des besoins des entreprises. Voilà, je vous remercie. Vous avez les 3 noms des personnes qui sont dans l'entreprise et vous pouvez nous retrouver sur le stand de Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Merci beaucoup. Hall 4, G112, sur le 2e îlot en avançant. Et le bateau est visible, hein. Le drone dont vient de parler Alain, il est visible également avec les composants, parce qu'il y a effectivement la partie, le vecteur, à savoir le bateau, mais il y a aussi toute l'expertise qui est développée surtout par E4S, c'est les technologies de sonde dont on va pouvoir équiper le bateau, hein. C'est bien ça. Et si je peux rajouter, c'est des experts de l'environnement, et donc du coup c'est vraiment lié aux besoins et non des experts du drone qui sont déconnectés du besoin de l'environnement en fait. Exactement. Question dans l'assistance?
sur le sujet. Ben, on va clore. Merci. Voilà, merci Alain. La petite zapette. Donc on va clore là ces 3 premières interventions où on parlait instrumentation. Là on va changer un petit peu de sujet, on va plus partir dans le domaine du process, du procédé, de l'industrie. Et avec une première intervention d'Éric Lemoine qui en fait travaille à un institut qui est chez nous près d'Agen, qui est l'Institut de la filtration et des techniques séparatives, institut de référence dans ce domaine-là, de comment est-ce qu'on va séparer du liquide d'un solide dans plein de milieux différents. Et bien évidemment, les applications environnementales, c'est un sujet d'importance pour l'IFTS. Et donc l'IFTS, justement, vient d'ouvrir un nouveau centre. Là, on est sur des équipements beaucoup plus lourds, des zones de test. C'est le centre d'essai Roger Benaïm et c'est donc Eric qui va vous le présenter. Merci Christophe. Oui, donc effectivement, je viens vous présenter aujourd'hui donc une innovation en quelque sorte, qui est en fait la création d'un nouveau centre expérimental qui est absolument unique en France et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, en fait, voilà, donc la particularité de ce centre-là, en fait, c'est que il est utilisé et il va être utilisé par les industriels pour faire des essais de validation, de qualification de matériel de traitement des eaux au sens large. Donc ça, c'est un centre qui a été inauguré très récemment, début novembre, donc qui est opérationnel, on va dire, à partir d'aujourd'hui, et qui est en fait, dont la construction a été soutenue par des financements de la région Nouvelle-Aquitaine, mais également de l'agglomération d'Agen. Et voilà. Donc en fait, au niveau de la localisation, c'est vraiment quelque chose de très unique en France, puisqu'on est situé, en fait, donc à Agen. Il y a à proximité une station d'épuration et une station de production d'eau potable. Donc c'est assez unique. Et donc nous, on a profité de cette unicité pour créer notre centre d'essai au milieu, à 50 mètres des deux usines. Donc l'avantage que l'on a en fait dans ce centre-là, c'est qu'on a à disposition les eaux réelles. Donc on peut travailler en conditions réelles, mais dans un environnement plutôt de recherche, d'essai, donc avec des environnements maîtrisés, où on va pouvoir instrumenter tous les équipements de la bonne manière pour pouvoir attester de certaines performances. Donc en fait, au centre, vous allez voir, on a 7 à 8 qualités d'eau différentes. Et l'avantage, c'est qu'on est sur des systèmes qui travaillent quand même sur des débits représentatifs jusqu'à 10 mètres cubes heure. Donc là, l'idée, c'est vraiment de valider des équipements à l'échelle semi-industrielle, voire petite série. Et donc, en fait, ce qu'on peut réaliser comme type d'essai sur la plateforme, donc c'est soit, comme je vous l'ai présenté, qualifier des process, qualifier des équipements, mais ça peut être aussi des gens qui veulent faire du benchmark de solutions techniques, les comparer dans les mêmes conditions, avec de l'eau réelle, mais dans les mêmes conditions, par l'IFTS, qui est un centre indépendant, donc avec un avis neutre sur la comparaison des performances des systèmes. Voilà, donc on peut travailler sur des nouvelles technologies, bien sûr, qui sont en finalisation. Voilà. Mais également, là je parlais des systèmes de traitement, mais ça peut être aussi des équipements de mesure en ligne, des équipements type débimétrie, pompage, voilà, des choses comme ça. Et l'avantage qu'on peut aussi faire dans ce centre-là, c'est qu'on peut faire des essais longue durée. Donc nous, on a un système qui sera totalement avec la supervision donc automatisée, avec des suivis à distance. Donc on peut faire des essais sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pour voir un peu l'endurance des systèmes. Et bien sûr, c'est ouvert aux équipes de recherche qui, pour valider leur innovation quand ils doivent faire des démonstrateurs, ce centre-là, bien sûr, est totalement ouvert à ces équipes de recherche pour faire leurs essais. Donc voilà quelques images. Donc on a en fait la première image, c'est vraiment la zone couverte expérimentale. La deuxième, c'est en fait le rez-de-chaussée, puisqu'on est sur pilotis, hein, donc on est en bord de Garonne, on est zone inondable, donc on est sur pilotis, mais on l'a aménagé pour pouvoir faire des essais également. La troisième photo, c'est juste un petit labo qui va être aménagé aussi pour faire les analyses. Voilà, je vous remercie et puis donc je vous invite sur le hall à venir discuter du projet. Je vous invite aussi à visiter le centre donc à Agen en Lot-et-Garonne. Voilà. Centre que j'ai visité à l'occasion de l'inauguration. Alors déjà, il faut savoir que l'IFTS, de l'Institut de la filtration et des techniques séparatives, c'est déjà un superbe outil dans un premier temps, hein, en tant que centre technique avec des moyens d'essai pour faire du
du développement aussi bien de procédés, de séparation, tester ces procédés, donc faire du co-développement aussi avec des industriels pour mettre au point des procédés, avec toute une activité aussi au niveau de l'IFTS qui est un centre d'expertise, on va dire indépendant pour qualifier des médias filtrants. Ça, c'est une des grosses activités aussi de l'IFTS, centre qui est reconnu à l'échelle européenne, voire même internationale. Et donc, en se dotant de ce nouvel outil, on change de dimension. C'est-à-dire que là, on peut venir tester du procédé, on va dire, lourd, quoi, hein. Et surtout en se dotant de conditions réelles, puisque comme a dit Eric à l'instant, on est à proximité aussi bien de l'usine d'adduction d'eau potable de la ville d'Agen que celle de traitement des effluents. Voilà. Donc, question concernant l'IFTS ou le centre Roger Benahim? Non? Bon, Juste pour préciser le nom quand même, je n'ai pas précisé. Oui. Donc c'est le centre d'essai Roger Benahim. C'est Roger Benahim étant le fondateur de l'IFTS, qui est un professeur maintenant à la retraite, mais voilà, bien reconnu dans le monde du traitement de l'eau et des membranes, notamment dans le monde scientifique. Merci. La petite zapette et le micro à Jacques Albert. Alors là, on continue à s'intéresser au domaine de l'eau avec Jacques Albert Roussel, qui est le président et fondateur d'une entreprise qui s'appelle Kipopluie et qui, en fait, s'intéresse aux techniques de récupération d'eau de pluie et surtout de sa réutilisation, parce que c'est bien beau de la récupérer, mais tant qu'à faire, c'est bien de la réutiliser. Et à des échelles qui ne sont pas celles peut-être que vous connaissez, qui sont à l'échelle de la maison. Là, on va parler de dispositifs beaucoup plus importants. Et je laisse Jacques Albert nous présenter les innovations qui sont présentes, là aussi, sur le stand de la région Nouvelle-Aquitaine. Je te remercie, Christophe. Bonjour à tous. Je suis ravi de me présenter à vous aujourd'hui, de présenter mon entreprise. On est une entreprise spécialisée dans la récupération des eaux pluviales pour l'industrie. C'est-à-dire qu'on récupère les eaux de toiture, les eaux qui tombent sur ce toit, et on les réutilise dans les laveuses, les toilettes et l'arrosage. Parce que vous avez tous été peut-être aux toilettes aujourd'hui, mais vous avez tiré une chasse d'eau avec de l'eau potable, ce qui est quand même un peu choquant. Notre objectif, c'est comprendre l'actualité, et on va en parler en 2 minutes, répondre au changement climatique et changer les choses pour qu'on puisse vivre mieux avec moins. L'actualité, elle est assez terrible. On nous dit que tout va se réchauffer, qu'on va avoir moins d'eau, moins de forêt et qu'on va vivre de moins en moins bien. Il faut qu'on s'adapte tout de suite à avoir une ressource supplémentaire qu'on peut utiliser. Donc, je ne vais pas la commenter parce que je n'ai que 3 minutes, mais l'actualité conduit à utiliser et à gérer cette eau de pluie de façon précieuse parce qu'elle est importante pour nous. La hausse exponentielle du prix, je vais vous sortir une carte parce qu'elle est parlante. L'augmentation des besoins, l'exode des villes vers les campagnes, la diminution de la ressource, les alertes aux inondations, on les a vues dans le sud-est, les interdictions d'arrosage sont tous les facteurs qui conduisent à l'usage de l'eau de pluie et à les gérer le mieux possible. Les termes sont assez terribles, on parle de stress hydrique, de pénurie d'eau, de fourniture d'eau, tout ça c'est les voyants rouges. On est obligé de partir vers l'intelligence du bâtiment et la mutualisation des ressources. Cette carte, en bleu marine, c'est le prix de l'eau au mètre cube supérieur à 4,50 € sur l'ensemble du territoire national. Donc en fait, l'eau, c'est cher et aujourd'hui on la met dans les chasses d'eau, ce qui est un peu étonnant. La pluviométrie sur l'ensemble de la France, elle existe. Il pleut entre 800 et 1000 litres au mètre carré de toiture. Cette eau, aujourd'hui, elle va au fossé et on ne l'utilise pas. Alors que dans le bâti, on peut l'utiliser pour des usages dits techniques. Et la troisième carte qui est parlante et qui vient superposer les deux autres, c'est les interdictions d'arrosage. C'est une carte de octobre 2018 où il est interdit d'utiliser l'eau potable pour l'arrosage et pour tout usage technique. Donc ces 3 cartes conduisent à la nécessité de suivre une norme qui existe, et ça c'est les voyants verts, parce que j'ai annoncé les mauvaises nouvelles, maintenant j'annonce les bonnes nouvelles. Il y a une norme qui existe sur la récupération des eaux pluviales, il y a un arrêté qui autorise l'usage des eaux pluviales dans le bâti, qui date du 21 août 2008, facilement trouvable sur Internet, une conformité au schéma d'aménagement de la gestion des eaux profondes, et puis un projet de loi actuel qui va rendre obligatoire la récupération des eaux pluviales.
Les 3 labels BREEAM, LEED et HQE, certains d'entre vous les connaissent. C'est les bâtiments environnementaux qui doivent justifier de 30% d'économie et la récupération d'eau de pluie rentre dans ce cas de figure. Concrètement, pour aller sur le terrain, mon entreprise permet, avec 15 ans d'existence et 1500 chantiers réalisés, permet donc au bâtiment de faire de 70 à 80% d'économie sur une durée suffisamment longue entre 2 pluies. La moyenne nationale, c'est 21 jours. Nous, on est capable d'aller jusqu'à 44 jours entre 2 pluies. Donc, on parle de l'ingénierie. On a un bureau d'études. On a des techniciens sur le terrain et qui installent, qui va jusqu'à la réception du chantier. Nos innovations, et c'est bien l'objet de ce petit intermède, c'est une innovation par an avec des systèmes de filtration, des systèmes de régulation et des systèmes de gestion des eaux de pluie. Et vous verrez sur le stand de la Nouvelle-Aquitaine la présentation du gestionnaire intelligent digital qui va permettre de gérer et d'optimiser les jours sans pluie. En dernier lieu, le principe, pour que vous le compreniez, eh bien, on a un gestionnaire qui est en amont, un système de filtration, un volume de stockage et un système de restitution des eaux de pluie dans le bâtiment. Je finis rapidement. Donc cette innovation va vous permettre de télérelever les informations, d'optimiser le nombre et les usages de l'eau de pluie et surtout d'avoir un reporting pour les contrôles de gestion et pour permettre de justifier les investissements. Les investissements sont faibles, les rentabilités sont de 3 à 5 ans. Voilà, en dernier lieu, nos derniers chantiers. Nous avons fait la Cité des civilisations du vin, le siège de Sephora, quelques chantiers comme Bordeaux Métropole où on alimente 84 toilettes et vous avez la courbe qui permet de déterminer et de prouver qu'on a 80% d'économie quand on utilise l'eau de pluie dans le bâtiment, ce qui est une vraie cohérence. Voilà. Avec beaucoup de chantiers, vous pouvez venir sur notre stand, je vous en parlerai avec plaisir. Voilà l'ensemble de nos références sur l'ensemble du territoire. Merci de votre attention. Merci. La planche, voilà, pour avoir le contact. Donc Jacques-Albert Roussel de la société Kipopluie, donc visible sur le stand, alors sur le deuxième îlot, là aussi, donc le G112. Une question? Allez, eh bien on va enchaîner. Merci Jacques-Albert. On va enchaîner et le problème c'est que je ne vois pas la société Adéquatech, là ce qu'on va faire c'est qu'on va changer. Hein. Voilà, puisqu'il y a l'intervenant d'après, je ne vois pas la société Adéquatech. Donc là on va parler filtration. On va parler, voilà, toutes ces eaux chargées, toutes ces eaux polluées. Mais souvent, ce qui est bien, c'est de pouvoir séparer le liquide du solide. Donc, la société Fort Équipement, elle aussi présente sur le stand de la région Nouvelle-Aquitaine, Hall 4, stand. Alors là, eux, ils sont sur l'îlot, pareil, G112. Et donc, Franck va nous présenter un nouveau système de filtration qui s'appelle le Rotary Press, et qui est très pertinent sur tout ce qui est la problématique de la filtration ensuite des digestats issus de la méthanisation. Okay, comment ça marche? Okay. Oui, bonjour à tous. Donc la société Fort Équipement, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, nous on est spécialisé depuis plus de 150 ans dans la séparation liquide-solide. Et on est une société basée à Limoges. Et pourquoi Limoges? Parce qu'à la base, on était fabricant de machines-outils pour les porcelainiers. Donc, rapidement, donc le Rotary Press, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une nouvelle machine que nous commercialisons en France. On commercialise ça en France. Donc, en fait, c'est issu d'un transfert technologique entre le Québec et nous, entre la société Fournier Industrie, puisqu'en fait, eux fabriquent nos machines sur tout ce qui est continent North America, et nous, on fabrique leurs machines pour tout le continent européen. Voilà. Donc en fait, le Rotary Press en fait, est une machine plutôt complémentaire par rapport au filtre press qui permet d'avoir des grosses siccité, si vous voulez, et le Rotary d'avoir d'autres avantages puisque c'est une machine qui peut travailler en continu. Que l'on parle de filtre press ou que l'on parle de Rotary Press, dans les deux cas, c'est des machines un petit peu, entre guillemets, agricoles, c'est des machines simples, robustes, fiables, et on va essentiellement faire des économies au niveau de l'énergie et des coûts d'exploitation. Le gros intérêt du Rotary Press sur tout ce qui est boue issu de méthanisation, ça va être un fort taux de capture comparé aux technologies standards que l'on peut voir avec les centrifs, avec les presses à vis, même avec les filtres press. Voilà. Donc, pourquoi aussi c'est intéressant de travailler avec nous? C'est parce qu'aujourd'hui, on a un gros service après-vente et aujourd'hui, on a beaucoup de références en France et à travers le monde. Alors, très rapidement,
pour aller très vite, là vous pouvez voir en fonction des différentes alimentations que l'on a sur les digesteurs, tout ce qu'on peut avoir en termes de rendement, de siccité et surtout du taux de capture. Donc vous pouvez voir qu'avec le Rotary Press, on va être aux alentours de 30% au niveau des siccités, quels que soient les bouts d'alimentation du digesteur, et on va avoir des taux de capture supérieurs à 95%. Et vous voyez que le rendement par canal peut être compris entre 60 à peu près et 300 kg par heure et par canal, en termes de MS. Donc si vous avez des questions, je vous propose de venir me voir plutôt sur le stand parce que là, ça sera beaucoup plus facile. Alors, vu qu'on est un peu comme Saint-Thomas, on croit que ce qu'on voit, on a investi, si vous voulez, dans une machine d'essai, une plateforme pilote, où on peut venir, pour ceux qui ont des méthaniseurs, directement sur site, faire des campagnes d'essai. Actuellement, on en a une sur Metaland, qui est située à Jetmour, dans le sud-ouest de la France. Je ne sais pas si vous connaissez, avec Adour Méthanisation. Donc la machine est actuellement en essai, mais la prochaine étape, c'est la plus grosse machine d'Europe en termes de nombre de canaux va être installée sur Adour Méthanisation d'ici 6 mois. Donc voilà, ça c'est le résultat des essais qui ont eu lieu pendant plus d'1 an. Voilà. Donc voilà, donc je vous remercie. Alors ce procédé bien sûr est innovant et avant tout, si vous voulez faire des essais ou quoi que ce soit, je vous conseille de prendre contact avec moi ou de venir directement sur le stand, nous rencontrer. Voilà, merci, bonne journée. On sait jamais. Si vous avez des questions. Merci Franck. Question sur ce co-développement franco-québécois et sur son utilisation. Mais pas très réactif quand même, hein, l'assistance là. C'est parce que ça marche trop bien. Hein, c'est parce que ça marche trop bien. Bon, voilà. Enfin, en tout cas, on a essayé, on a fait le job. Ces déchets, on les transporte, voilà. Et après, pourquoi pas les recycler, hein, pourquoi pas essayer d'en faire de nouveaux produits. Et c'est le sujet de l'intervention suivante. Société Circouleur. Et Marianne Ritaud va nous présenter, en fait, c'est quelque chose de vraiment très innovant, hein, et nous, on a la chance d'avoir ce projet chez nous en Nouvelle-Aquitaine. On va parler de potentiellement créer carrément une filière de recyclage de peinture. Marianne ? Bonjour à tous. Peut-être que parmi vous, il y a des bricoleurs ou des bricoleuses. Et peut-être que du coup, si vous avez fait des travaux de peinture chez vous, vous avez été confronté au même problème que moi. C'est-à-dire qu'à la fin de vos travaux, il reste toujours un faux de pont de peinture dont vous ne savez pas quoi faire. Ces fonds de pot de peinture, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez les laisser dans votre garage ou dans votre cave en vous disant un jour peut-être je vais m'en resservir. Concrètement, si c'est comme moi, vous vous en resservez jamais. La deuxième possibilité, c'est de les déposer en déchetterie. C'est une bonne solution, sauf qu'il faut savoir que quand vous les déposez en déchetterie, ces peintures, elles sont incinérées. Vous allez me dire, c'est des fonds de pot de peinture, au final, c'est des petites quantités. Autant essayer de revaloriser de façon énergétique ces produits. Sauf qu'en fait, nous, on a fait l'exercice, on a calculé, c'est 28 millions de litres de peinture recyclable qui sont envoyés chaque année à l'incinération. 28 millions de litres, c'est énorme et ça a un impact considérable sur l'environnement parce que c'est 150 000 tonnes de CO2 qu'on pourrait éviter dans l'atmosphère chaque année. 150 000 tonnes, pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si vous faisiez 10 000 fois l'aller-retour Bordeaux-Ciné. Je parle de Bordeaux parce qu'on vient de là-bas, donc on a fait les calculs dans cette région. Mais vous pouvez faire l'exercice depuis chez vous, c'est énorme. Du coup, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y avait quelque chose à faire avec ces peintures parce que ces produits sont recyclables. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on crée une filière de recyclage des peintures et on place l'économie circulaire au cœur du marché de la peinture. Concrètement, comment ça marche ? On va avoir une première étape de tri parce qu'on ne peut pas récupérer toutes les peintures. Les peintures glycéro qui sont inflammables, on ne va pas les récupérer. On ne récupère que les peintures à l'eau. Et une fois qu'on a fait cette première étape de tri, on va les répartir par catégorie de couleurs. On va isoler le blanc et ensuite on va les répartir par typologie de couleurs pour pouvoir faire nos mélanges circouleurs et atteindre notre nuancée de couleurs qui est spécifique à circouleur. Une fois qu'on a fait cette étape, ce n'est pas suffisant parce que mélanger des peintures, même si c'est un effet qui est intéressant, on a quand même récupéré des peintures qui ne sont peut-être pas toutes jeunes. Donc l'objectif, c'est de les revaloriser, de les reformuler. Et donc là, on part en laboratoire et on va avoir tout un travail de R&D qui va être effectué pour redonner à cette matière une matière qui va être équivalente à une peinture non recyclée. Une fois qu'on a fait ça, on part en production et ensuite on fait toute une étape de contrôle qualité pour s'assurer qu'on est bien revenu à une qualité originelle de peinture.
Concrètement, qu'est-ce qu'on propose? On propose une peinture qui est de qualité professionnelle, une peinture neuve haut de gamme, qui va d'un côté permettre d'avoir un meilleur impact environnemental parce qu'on réduit de 80% le bilan carbone de nos peintures, parce que d'un côté on évite l'incinération, de l'autre on évite d'extraire des matières premières, donc on a un bilan carbone qui est très bas. Pour information, on a à minima 70% de matières recyclées dans tous nos pots. Aujourd'hui, on tourne plus autour des 90% de matières recyclées. Et le troisième impact qui est plutôt positif pour vous en tant qu'applicateur et aussi pour vous qui allez vivre dans les logements, c'est qu'on a aussi une meilleure qualité de l'air intérieur. En fait, quand on récupère des pots de peinture, les COV, qui sont ces composés organiques volatiles qui sont plutôt mauvais pour la santé, se sont déjà volatilisés lors de la première ouverture. Du coup, on récupère des peintures qui sont déjà appauvries en COV. Et donc, comme nous, on n'en rajoute pas, on est sur des taux qui sont extrêmement bas. Donc, on est classé A+. C'est grâce à Nobatech qui nous accompagne sur ce projet qu'on a pu se rendre compte et qu'on s'est rendu compte qu'on avait en plus, qu'on était extrêmement bas dans la classification A+. Concrètement, aujourd'hui, nos clients, on a deux catégories de clients. On a une gamme professionnelle qui est à destination des maîtres d'ouvrage, à destination des entreprises de peinture. Et on a aussi une gamme grand public. Si vous, demain, vous avez prévu de faire des travaux de peinture chez vous, on a aussi cette gamme qui est accessible à tout le monde. Donc aujourd'hui, commercialisée en région Nouvelle-Aquitaine, très bientôt disponible sur Internet et je l'espère dès 2020 au niveau national. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me rencontrer si vous avez des questions ou si vous voulez échanger sur vos travaux de peinture à venir. Merci. Merci. Merci, merci. Donc Marianne et la société Circouleur est donc présente sur le stand, alors cette fois sur le premier G100 et sur l'emplacement du centre Nobatech, parce que j'ai des petites choses à faire, je pense que tu en as parlé, qui est exposant sur le stand. Voilà. Et en plus, vous allez voir tout le nuancier de couleurs que la société est capable de reproduire simplement en utilisant des peintures recyclées de différentes couleurs. Et l'enjeu, puisqu'on en a discuté hier, c'est vrai que c'est assez incroyable d'arriver à maintenir cette gamme et cette production dans cette gamme de nuanciers prédéfinis. Et tout le challenge de Circouleur, il est bien là. Recycler la peinture et faire des tags ou j'en sais rien en utilisant la couleur tout venant. Bon, ça, on comprend que ça doit être relativement facile. Recycler des peintures de couleurs différentes et arriver à recréer un nuancier comme, on ne va pas citer les marques, hein, mais que vous connaissez tous, là c'est un autre enjeu. Voilà. Donc tout le challenge, il est là. Bravo. Une question, deux questions. Allez. Attendez, parce que comme en plus c'est enregistré, s'il vous plaît. Voilà. Oui, je voudrais savoir si finalement le pot de peinture recyclé que vous vendez équivaut au prix du pot de peinture classique qu'on achète. Et ensuite, du coup, où vous récupérez comment vous récupérez suffisamment de peinture pour finalement alimenter votre chaîne? Et est-ce que du coup, les gens auprès de qui vous les récupérez, vous les faites payer? Alors pour répondre à la première question sur le prix, notre enjeu aussi c'est de rendre ces peintures accessibles parce qu'aujourd'hui les peintures écologiques qu'on trouve sur le marché sont surfacturées entre 10 à 30% plus chères qu'une peinture classique. Nous on casse un peu ces codes-là et on veut les rendre accessibles à tous. Donc sur la gamme grand public à qualité premium équivalente, on est moins cher. Donc ça reste un prix qui est un prix d'une peinture premium mais qui est vraiment moins cher qu'une peinture équivalente, justement pour que ce soit accessible à tous. Sur la partie plus collecte des déchets, donc on a un partenariat avec un opérateur de collecte qui aujourd'hui récolte déjà les déchets de peinture dans des déchetteries. Donc on a plusieurs déchetteries, il y a des déchetteries de particuliers, des déchetteries professionnelles. De base, on récupère beaucoup de déchetteries dans les déchetteries pro, donc beaucoup déjà de peinture de très bonne qualité. Et donc voilà, donc on a ce réseau de collecte qui existe déjà. Nous, notre objectif, c'est pas de créer une nouvelle filière de bout en bout parce qu'il y a déjà quelque chose qui existe. On lui donne juste une deuxième vie. Au lieu de les envoyer à l'incinération, on les arrête juste avant et celles qui sont recyclables, on les fait intégrer et rejoindre notre filière de recyclage. Voilà, là c'est la réutilisation. On n'est pas sur du recyclage, on est bien sur de la réutilisation. Donc en régie, ils sont prévenus, ils vont nous caler l'intervention en fait d'Adéquatech, normalement, voilà. Et donc société, alors oui c'est vrai que j'ai oublié un peu de dire où sont situées les entreprises parce qu'on a un territoire, à l'anecdote, quand la Nouvelle-Aquitaine a été créée,
Donc fusion de l'Aquitaine, du Limousin et de Poitou-Charentes pour donner une taille à la plus grande région de France aujourd'hui. Taille d'un pays européen comme l'Autriche et population comme le Danemark. Voilà. Donc ça vous donne un peu un enjeu aujourd'hui de ce que représente ce territoire. 12 départements. Et Abel, voilà, de la société Adéquatech, va nous présenter le projet d'une technologie assez innovante, là aussi, dans le domaine de la filtration. Merci. Bonjour tout le monde. Je remplace un collaborateur en fait. Je vais vous parler d'Adéquatech, qui est une société qui a inventé une technologie basse consommation d'énergie pour la déshydratation mécanique des boues de station d'épuration. Une problématique très importante. Le principe de cette invention, c'est qu'il y a un flocculateur, puis il y a un système de séparation qui est à base d'une presse à vis. Un système très simple, très connu, sauf qu'on a breveté un tambour auto-nettoyant mécaniquement. L'intérêt de ce tambour, c'est qu'il a un taux de capture de filtration de 95 à 99%. Donc on n'a pas de perte de beaucoup de matière. Ça s'applique à différents types de boues, tout type de boues pratiquement, urbaines, agricoles, des digestats de biométhanisation. Et la particularité, c'est que ça a un filtrat très clair. Et elle déshydrate très bien tout type de boue. En biométhanisation, par exemple, sur la ville de Castres, on obtient 23% de siccité avec seulement 6 kg de polymère et 8 kWh par tonne de matière sèche. Et vous regardez ici un bilan comparatif de 3 technologies existantes. Adéquapress est largement moins énergivore, presque 20 fois moins qu'une centrifugeuse, l'équivalent de 250 kWh par tonne de matière sèche et 60 à 70% d'économie de coûts d'exploitation. On a fait un petit exercice. En France, nous produisons 1 500 000 tonnes de matière sèche et notre parc est constitué à 65% de centrifugeuses. Donc la technologie la plus énergivore et la plus coûteuse en coût d'exploitation. En utilisant les données des tableaux précédents, on va faire une économie annuelle équivalent de 262 gigawattheures. C'est l'équivalent en puissance installée d'une petite tranche nucléaire en fait. Et en prime, on a une économie sur le coût d'exploitation, que ce soit pour une collectivité ou un industriel. Donc c'est un système vertueux où on va faire de l'efficacité énergétique et en même temps, si on flèche bien l'économie qu'on fait, on peut pendant les 3-4 premières années, par exemple, investir pour intégrer au bâti du photovoltaïque. Et là, on aura à peu près 42 mégawatts crête de créer en photovoltaïque. Pour revenir à l'innovation, donc 10 ans après, Adéquatech a eu le prix du ministère de l'écologie en 2010. Et là, on est revenu avec une nouvelle gamme, avec des cartouches, avec des filtres à cartouches en fait réutilisables. On a fait une démarche zéro déchet. Donc nos tambours aujourd'hui sont à 70% réutilisés, à 30% recyclés. Et avec un SAV simplifié, c'est-à-dire sur place, sans arrêt de production pour nos clients. Le système a été rendu aussi connecté de manière à assister nos clients à distance. Une machine modulaire aussi. Pardon. Donc en fait, ça c'est un détail, hein, la machine elle est modulaire, donc on peut passer d'une taille à l'autre sans avoir à remettre en cause l'installation existante. Donc voilà, je vous remercie en tout cas. Voilà. Merci Abel, merci. Voilà, donc là c'était l'intervention du président, enfin du créateur, fondateur, donc Abel Smati, et donc il y a aussi le contact d'Alexandre qui est aussi le contact plutôt commercial par rapport à la société. Donc là on va faire les solutions aussi bien énergie, traitement d'eau, containerisé. Là on va avoir 3 présentations qui vont nous parler de ça. Aujourd'hui l'idée c'est peut-être de pouvoir déplacer des unités pour faire du traitement d'eau, pour faire de la méthanisation, pour faire de la potabilisation d'eau.
Et si possible, pourquoi pas rendre aussi ces dispositifs énergétiquement indépendants, hein, qui puissent fonctionner avec de l'énergie aussi embarquée. Voilà. Donc là, c'est le sujet de la première présentation. Système combiné autonome de production d'énergie verte et d'eau, présenté par la société Tergis. Et c'est Hélène Abarou qui va nous faire la présentation. C'est les flèches ? C'est les flèches sur la droite. Okay. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Donc, je représente la société Tergis qui propose des systèmes combinés autonomes de production d'eau et d'énergie verte. Donc, en 2018, comme chacun le sait, l'accès à l'eau et à l'énergie reste encore pour plus d'1 milliard de personnes du domaine du rêve. Le changement climatique, la démographie galopante, mais également la très forte urbanisation qui en résulte par endroits vont intensifier non seulement les conflits d'usage, mais également le stress hydrique. La transition énergétique est à l'heure actuelle un sujet, un enjeu majeur. Est-ce le seul? Nous pensons que non. La transition hydrique est également un défi de notre époque. Donc Tergis est né pour apporter des solutions à ces deux challenges clés. Donc notre approche, décidément, c'est trop sensible. Notre approche, en fait, consiste à partir du besoin en eau, qu'il s'agisse de produire de l'eau potable à partir d'eau douce, d'eau saumâtre ou d'eau salée. Nous prenons également en considération les besoins en utilité énergétique pour d'autres usages. À partir des énergies renouvelables disponibles sur le site considéré et à l'appui d'un logiciel développé par nos soins, nous sélectionnons la meilleure combinaison. Et nous pilotons le système pour garantir à nos usagers un approvisionnement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, notre innovation, ce sont les hybridations d'énergie, ainsi que le stockage d'énergie, le pilotage intelligent du système qui nous permet de réduire les coûts tout en garantissant une sécurité d'approvisionnement. Les procédés membranaires que nous mettons en œuvre sont issus de dernière génération d'ultrafiltration et ou d'osmose inverse en fonction de la qualité d'eau requise. Donc, les principales applications auxquelles nos systèmes peuvent apporter des solutions sont l'accès à l'eau potable et à l'énergie en zone isolée, mais aussi pour des installations temporaires comme les camps de réfugiés, des installations militaires. Nos systèmes s'adressent également à des populations insulaires ou côtières, mais peuvent apporter également des solutions à des exploitations industrielles sous tension en eau ou désireuses de réduire leur empreinte carbone, à des bases vie industrielles et à ce que l'on a regroupé sous l'appellation resort, c'est-à-dire soit des centres touristiques ou bien des écoquartiers. Donc pour conclure, Tergis apporte des solutions et combine transition énergétique et transition hydrique. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, soit en venant nous voir sur le stand de la Nouvelle-Aquitaine, ou par mail ou téléphone. Vous avez nos contacts sur ce dernier slide. Voilà, je vous remercie. Merci Hélène. Merci Hélène. Des Merci. Questions, donc j'ai rien écouté parce que voilà, j'étais à droite, à gauche, mais comme je connais quand même assez bien le sujet, voilà. Questions par rapport à ces solutions donc de traitement d'eau, de désalinisation qui peuvent être donc déployées, c'est ça, avec un test. Alors je ne sais pas si tu l'as dit aussi, mais avec un test démonstratif qui va être fait sur notre territoire aussi. Non, une des applications, voilà, pour du traitement d'eau de voirie, dans le but de recycler l'eau des eaux de voirie pour soulager le prélèvement sur la ressource parce que nous sommes sur un site qui valorise des déchets, fabrique du compost et donc voilà, c'est le cercle vertueux. Avec un... Ok, eh bien on va enchaîner, donc là on va reprendre la suite normale, donc voilà, merci beaucoup en régie. Et donc on va continuer à parler. Alors où est Frédéric? Ah voilà, Frédéric, je ne le voyais plus. Société Zandre. Donc là on est sur des. Là on a vu finalement beaucoup de startups. Hein. Là on
On va être sur un sujet un petit peu différent, une entreprise experte dans le domaine de l'aménagement de containers et notamment avec pour client principal l'armée et qui depuis 2 ans, 3 ans, un peu plus, commence à aller vers des activités du domaine civil. Et Frédéric Zganski va donc nous présenter les innovations qui sont présentées également à l'occasion de Pollutech 2018 sur notre stand de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, bonjour tout le monde. Donc Frédéric Zganski, je suis le directeur des opérations de la société Zandre, qui a inventé donc, dans les années 50 le conteneur frigorifique autonome. Donc vous voyez une petite photo d'époque d'un produit qui était déployé dans le sud algérien. Aujourd'hui, donc, effectivement, on s'inscrit dans une évolution des produits autour du conteneur maritime. Comme vous le savez, il y a beaucoup de conteneurs maritimes qui sont utilisés pour le trafic, le commerce international. Et donc, le conteneur maritime en lui-même est une brique de base très intéressante à utiliser, puisqu'il dispose de plusieurs qualités, notamment sa résistance et aussi sa capacité à être utilisé dans le domaine de la logistique avec des tailles standards. Donc on emploie souvent 10 pieds, 20 pieds, 40 pieds. Et donc nous on part de cette brique standard. Et là je vais vous donner 2 exemples qu'on a réalisés, sur lesquels on travaille tous les jours, de transformation d'un conteneur maritime en source d'énergie, au pluriel, ou de traitement d'eau. Donc l'entreprise elle-même, on opère dans 3 secteurs. Donc ces produits-là sont avant tout utilisés dans le domaine de la défense, dans le domaine de l'humanitaire, mais aussi dans le domaine de l'industrie. Nous réalisons à peu près 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et la spécificité de nos produits également, c'est qu'ils peuvent être utilisés en conditions extrêmes, donc faible infrastructure ou des températures extérieures très faibles ou très fortes, donc de moins 32 à 60 degrés. Donc, s'agissant du conteneur qui peut devenir une source d'énergie, vous avez là en photo donc, un conteneur maritime donc, qui a été équipé de 4 sources d'énergie sur la droite, donc de l'électricité, de l'eau, du carburant et de l'air comprimé. Ça permet d'avoir une solution qui est complètement intégrée pour des gens qui opèrent en site isolé. Une facilité de transport, donc ça j'en ai parlé, écologique puisqu'on recycle des conteneurs, un bâtiment du coup qui est sécurisé, une robustesse et donc une alimentation d'énergie pour un site isolé. Alors là on a des énergies de source non renouvelables puisqu'on a un groupe électrogène, mais on peut avantageusement remplacer ce groupe électrogène par exemple par une pile à combustible, donc c'est le cas de l'exemple en haut à gauche. On peut également remplacer ce groupe par des systèmes hybrides, donc à base de panneaux solaires, et également de batteries, qui permettent de faire du stockage pour une utilisation nocturne, par exemple, de l'énergie stockée en journée. Et puis on a également donc, un exemple en bas à gauche de conteneur qui là reçoit 100% des batteries, donc qui permet de faire du stockage d'énergie en grosse quantité. Je vous présente ensuite une seconde application donc de conteneurs que nous avons réalisé pour des partenaires. Il s'agit là d'un conteneur qui permet de faire du traitement d'eau et également du traitement de boue. Donc là, on prend le conteneur maritime, en l'occurrence c'est un 40 pieds, on le transforme complètement. On va l'isoler. Donc l'isolation peut être soit en polyuréthane dans certains cas. Donc le cas par exemple du traitement d'eau, on va plutôt utiliser ce type d'isolation. Ça peut être également de la laine de roche qui a d'autres qualités, notamment l'isolation thermique, phonique. Voilà, donc on a la capacité, un bureau d'études et une équipe de production qui nous permettent de faire ces choix. Et donc là, on a fait par exemple tout le tubing, on a installé les réservoirs. On a une capacité aussi à concevoir et installer des programmes, des automates, pour assurer la gestion de ces unités. Voilà, donc les applications, c'est potabilisation, traitement d'eau, traitement d'eau de process, dessalination. Et donc là, on fait souvent des réalisations avec des gens qui sont spécialisés dans ces métiers-là, pour ces marchés dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc la défense, l'humanitaire et l'industrie.
Donc voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions sur ces prestations, sachant que nous sommes bien entendu sur le stand de la région Aquitaine dans le hall 4. Voilà. On ne peut pas nous louper, c'est le plus beau stand. Voilà, en noir, noir-blanc, là c'est le plus beau. Là, vous rentrez, là, prenez l'allée de gauche, passez les 2 stands plutôt locaux, on va dire, plutôt... Hein. Juste après Accéléra, voilà, vous avez l'ensemble des entreprises Nouvelle-Aquitaine qui sont sur, encore une fois, un très très beau stand. Question ? Oui, Alain ? Juste une question en termes d'aménagement, est-ce que, parce qu'on voit apparaître aussi des choses autour de l'habitation en recyclant des containers, est-ce que vous êtes aussi sur ce type Alors, de on fait pas de l'habitat au sens habitat en zone, en métropole. Par contre, on fait de l'hébergement d'urgence ou de l'hébergement, on fait des conteneurs donc, pour des camps et bases vie, par exemple. Donc, c'est un conteneur qu'on transforme dans lequel on vient mettre... des lits, une buanderie, on peut en faire une buanderie. Enfin, donc je ne suis pas rentré trop dans le détail des 5 gammes de conteneurs que nous avons, mais c'est une des gammes de produits que nous savons faire, quoi. Voilà. Merci Frédéric. Eh bien, ce qu'on va voir aussi, c'est quelque chose qui a été réalisé, enfin, sur la partie vraiment réalisation, toute la conception des systèmes, voilà, tout le travail d'ingénierie, de maîtrise. Ça a été réalisé par la société Bienco et c'est Véronique Pérez qui va nous présenter en fait un dispositif là aussi containerisé et ça a été réalisé justement, le travail d'intégration des différents éléments a été justement réalisé chez Zandre. Mais là on va parler valorisation des biodéchets, on va parler à la fois méthanisation et compostage. Merci. Donc Véronique Pérez, cofondateur de Bienco. Nous avons donc développé la première solution containerisée, donc avec Zandre, de microméthanisation pour produire biogaz et compost à partir de biodéchets. La BioBibox constitue une application directe de l'économie circulaire et apporte une solution concrète à une loi, la loi Grenelle 2, qui impose à tout producteur de biodéchets de plus de 10 tonnes par an d'en assurer le retour à la terre et d'organiser une collecte séparative. 10 tonnes, c'est un tonnage très très faible puisqu'une boulangerie industrielle, il y a des études de diagnostic qui ont été faites, produit entre 40 et 45 tonnes de biodéchets par an. Donc avec la BioBibox, notre ambition est de transformer un producteur de biodéchets en producteur d'énergie renouvelable, en remplaçant donc un coût par un revenu. Avec cette simple action, en rassemblant chaque jour 250 kg de fruits et légumes avariés sur le marché de gros de Bordeaux, nous produisons l'équivalent d'une bouteille de butane tous les jours et du compost, un sac. Alors, comment ça marche ? La BioBibox est une solution de microméthanisation, donc de production anaérobique, conçue autour de 4 paramètres clés que sont la compacité. L'intérêt du container, c'est sa compacité, sa facilité d'intégration. La sécurité, on a conçu la machine comme un objet industriel en mettant toutes les sécurités adéquates. La lutte contre les nuisances, on s'installe en ville, donc on a un traitement d'odeur et un système de traitement contre le bruit. Et puis la facilité d'utilisation. Il n'est pas question de transformer tout le monde en expert de la méthanisation en ville. Et donc, on l'a conçu comme un objet connecté en développant donc une application que nous, on suit sur notre smartphone ou sur nos PC à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. La BioBibox s'adresse donc à un très large panel de clients. Pour info, en France, on produit chaque année 20 millions de tonnes de biodéchets. Donc, on s'adresse aussi bien aux collectivités territoriales qui nous concernent tous, les supermarchés, les marchés de gros où nous sommes installés, la restauration, qu'elle soit collective comme les cantines ou privée, et bien sûr les industries agroalimentaires. Nous avons choisi de nous positionner comme producteurs, fournisseurs de technologies auxquels nous associons des services, que ce soit la maintenance ou la télésurveillance. Donc maintenant, nous disposons d'une machine éprouvée depuis 18 mois sur le marché de gros, facile à intégrer. Et nous avons franchi toutes ces étapes avec l'équipe originale, constituée de Philippe, Pierre et moi-même. Nous sommes tous ingénieurs issus de disciplines
différentes, process, informatique, industrielle et énergétique. Et nous cherchons maintenant à croître en intégrant de nouveaux talents. C'est la raison pour laquelle nous sommes en cours de finalisation de notre première levée de fonds pour mettre en place l'équipe commerciale, développer la gamme de produits pour traiter de 80 tonnes à 1000 tonnes par an de biodéchets et continuer nos programmes R&D vers de nouveaux défis technologiques. Donc, pour conclure, nous cherchons à installer des BioBbox dans les différents marchés cibles pour montrer que c'est possible, que ça marche et que ça peut rapporter gros sans l'aléa de la loterie. Donc, venez nous rejoindre pour libérer l'énergie de nos biodéchets donc sur le magnifique site de la Nouvelle-Aquitaine, là au Hall 4. Merci. Voilà. Venez libérer l'énergie de vos biodéchets. Ça, c'est vrai que cette baseline, elle est pas mal quand même. Petite question avant la dernière intervention, malgré s'il n'y avait pas eu le petit souci. Question? Pardon? C'est bon? Bon, merci beaucoup. Merci Véronique. Comment on dit, le meilleur pour la fin? C'est ça qu'on dit? Voilà, donc en régie, ils vont nous caler la dernière intervention. S'il n'y avait pas eu le petit bug de tout à l'heure, on l'aurait eu un peu plus tôt. Société donc Neogy, issue d'activités autour de domaine de l'électronique, de la batterie, de la gestion de la batterie. Et en fait, on va parler donc. Le titre, c'est effectivement comment transformer un lampadaire classique en lampadaire autonome en énergie. Voilà, ça c'est un vrai sujet. C'est Cédric Loubia, qui est le dirigeant de Neogy, qui va nous expliquer tout ça. Merci Christophe. Bonjour à toutes et à tous. J'ai la lourde tâche de clôturer le pitch. Donc Neogy, très rapidement, c'est une société basée à Bordeaux, qui développe et conçoit, produit des systèmes de stockage d'énergie autonome à base de batteries, technologie lithium ou NiMH, et qui intègre ça dans des systèmes plus complexes avec de la conversion d'énergie pour des applications embarquées ou stationnaires. Là, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la pollution. C'est une urgence, je pense, au niveau de la planète. On a eu plusieurs intervenants qui sont focalisés sur différents marchés, le traitement des déchets, le recyclage, production d'eau. Nous, on est sur la partie énergie, qui est un sujet aussi central pour l'humanité. Beaucoup de gens n'ont pas accès à l'énergie au niveau mondial. Et nous-mêmes, nous y avons accès, mais on en gaspille pas mal. Donc l'idée, c'est d'utiliser en partie l'énergie solaire, notamment. Donc notre innovation, ce n'est pas une innovation de rupture, c'est une innovation assez simple à la base. C'est transformer des lampadaires classiques qui consomment beaucoup d'énergie. On en voit fonctionner pendant la nuit. Donc on prend un lampadaire classique, on supprime la tête d'éclairage, on vient y greffer un panneau solaire, on vient y rajouter une tête d'éclairage à base de LED. Et notre innovation, c'est de rajouter la boîte que vous voyez ici, qui contient une batterie et l'électronique qui permet de s'interfacer directement avec le panneau solaire et la lanterne. Et cette transformation est quelque chose de très simple à réaliser. Les gains qu'on en attend, et notre baseline, c'est la simplicité d'installation, le fait que l'impact environnemental est limité, parce que supprimer des poteaux ou venir planter des poteaux, ça a un coût au niveau du béton, du bois, du métal. Donc là, c'est vraiment réutiliser des installations existantes, limiter les coûts d'installation. Ce sont des produits qui sont robustes, ils sont prévus pour être vendus à l'export, notamment dans des conditions climatiques extrêmement sévères. Des environnements en bord de mer où il y a de la mousson, où il fait 45 degrés à l'ombre, donc où les batteries et l'électronique supportent assez mal ces contraintes, et on a spécifiquement développé ce produit pour cela. Là maintenant, c'est simplifié, elle peut être faite localement en ouvrant le produit. On peut très simplement remplacer les pièces à l'intérieur, il y en a très peu, il y en a une dizaine, donc ce produit a été éco-conçu pour que la maintenance soit faite sur place. Il n'y a aucun système de plastique injecté qui fait quand on ouvre un boîtier, on casse tout. Tout peut être remplacé très facilement.
L'idée aussi, c'est de créer de la valeur là où le produit est installé. Nous fournissons que le cœur du système, la batterie, l'électronique. Le panneau solaire, la lanterne, le mât, les systèmes mécaniques peuvent être très bien fabriqués et sourcés sur place dans les pays en Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient qui sont nos pays en fait de prédilection, les marchés visés. Très clairement, vendre un système all-in-one, tout le poteau à des gens où derrière ils ne vont pas être capables de faire de la maintenance et qui ne leur apportent pas de valeur localement industrielle, c'est pas dans notre business model. Nous, l'idée en fait, c'est qu'on apporte juste la brique techno et derrière les gens montent des usines de production dans lesquelles ils intègrent en fait cette technologie et ils font eux-mêmes leur lampadaire solaire. Et enfin, parce que c'est pas négligeable, il faut que le coût soit compétitif par rapport à du lampadaire classique. Il faut qu'il y ait une réalité économique entre l'économie d'énergie et le gain que ça peut représenter pour l'acheteur. Donc ça n'est pas une révolution, c'est une évolution, mais par contre c'est une vraie innovation. On est les seuls en France et en Europe à réaliser ce produit, à avoir cette typologie de produit, et on la présente en avant-première à Polytech officiellement aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Cédric. Tiens, un dernier coup de zapette, voilà, pour qu'on ait ton contact, pour que les gens puissent le noter. Mais merci d'avoir assisté donc à ces 13 présentations. Il y a aussi d'autres choses à voir hein, sur le site, sur le stand pardon, de la région Nouvelle-Aquitaine, puisqu'il y a au total 23 exposants qui sont présents. Donc n'hésitez pas à venir les rencontrer, n'hésitez pas à parler d'eux, n'hésitez pas à dire que ce que vous avez vu là aujourd'hui, ça vous semble super innovant, parce que plus on parlera d'eux, surtout pour les sociétés qui sont de type start-up, voilà, ça fait comme on dit, moi je suis un peu de la vieille école, donc le buzz, j'aime pas trop dire, mais ça, malgré tout ça en fait. Et donc merci pour votre attention et puis à bientôt sur le stand. Merci beaucoup.